Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le sommet L'Appel des chevaux, oser tracer sa propre voie. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle interview. Je suis Blandine Valois, je suis la fondatrice de L'Être en Soi que j'ai créée il y a quelques années pour accompagner les personnes en quête de liberté et d'harmonie à retrouver leur souveraineté pour créer le monde qu'ils savent possible avec les chevaux, avec la nature, avec les humains et avec eux-mêmes. Et depuis longtemps, depuis toute petite même, je suis portée par ce grand rêve d'une communauté humaine, authentique et bienveillante, qui soutienne l'accomplissement de chacun, en soit un humain, un cheval ou de tous les autres êtres qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'avoir rassemblé par cet appel des chevaux toutes ces personnes qui viennent partager de façon authentique, justement, leur parcours, leurs expériences et la manière dont elles ont pu tracer leur voie pour s'inspirer mutuellement, parce que je crois que c'est la clé essentielle pour ouvrir le champ des possibles ensemble. Et donc, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gina Pitti. Bonjour Gina. Bonjour Blandine. Donc on se découvre, hein, toutes les 2. On s'est encore jamais rencontrées, mais moi je suis ton travail, depuis plusieurs années et c'est les messages que tu partages, me touchent déjà personnellement en tant qu'humain et sont des messages que je ressens qu'on a vraiment besoin d'entendre aujourd'hui. Est-ce que tu peux, te présenter en quelques mots avant qu'on rentre dans les profondeurs de ce partage? Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Gina Pitti, je suis une écuyère, passionnée. Ma quête est celle de, renouer, je dirais, ou de réunir, les anciens enseignements et les nouvelles voies. Et voilà, ça nourrit, mon quotidien équestre, et et de pouvoir les transmettre. Voilà, ça c'est ma quête, je crois que c'est ma mission sur cette terre. Ah! Eh beh, écoute, n'attendons pas plus longtemps. Est-ce que tu peux, nous parler de ton appel des chevaux? Comment ça a démarré pour toi? Et est-ce que tu te souviens quelle saveur ça avait au départ? Quel sens ça représentait pour toi, cet appel des chevaux? Ouais, j'ai l'impression que c'était aujourd'hui, encore. Mmh. Ça a été il y a longtemps parce que je pense que ça fait, presque 40 ans bientôt cet appel des chevaux. Je vais bientôt avoir 43 ans. J'avais, j'étais toute petite. Hem, je ne sais pas pourquoi exactement parce que je n'ai pas de personnes, dans le milieu familial qui sont dans les chevaux, mais mon grand-père et ma grand-mère étaient bergers transhumants Mmh. dans les Hautes-Alpes, donc très inspirés, très entourés des animaux et puis ils avaient aussi une transmission dans l'éducation d'une valeur sacrée de chaque être vivant. Les humains n'étaient pas au-dessus des animaux, mais il y avait, l'aspect de la complémentarité, du respect de l'animal et de ce qu'il nous apporte, d'honorer sa vie quand il nous donne sa vie pour nous nourrir et cetera. Une culture bouddhiste qui était très imprégnée déjà dans les années 50 pour eux, donc j'ai été, je pense, très, très inspirée, de Mmh. cette éducation. Et l'appel des chevaux, je pourrais pas savoir exactement quand est-ce qu'il a commencé parce que j'ai l'impression qu'il avait toujours un peu été là et puis, je me souviens de mon papa. Moi j'habitais à Lyon, et mon papa m'emmenait, au parc de la Tête d'Or, faire des tours en calèche. Il y avait des petites calèches avec des poneys attelés derrière la calèche et j'avais pas l'âge de monter en centre équestre. On prenait les enfants à partir de 7 ans à cette époque, donc j'avais le droit à mes 10 tours de calèche tous les mercredis après-midi au parc de la Tête d'Or avec mon père qui me donnait des cours alors qu'il n'était absolument pas cavalier. Et je me souviens de ces cours et c'était très juste même déjà, de son œil, non averti, et je trouvais que c'était, déjà très juste. Donc ce souvenir, c'était très frappant, d'être à cheval et de se d'avoir en fait déjà une position intérieure, de comment on se place à cheval, du silence concret, de la tenue, de comment on se tient
avec le cheval, pour qu'il puisse nous porter. La position physique, c'est aussi un impact sur notre position intérieure. Donc oui, ça je m'en souviens comme si c'était hier et c'était, très marquant. Mmh. Et à cette époque-là, parce que là, tu poses des mots vraiment, d'adultes d'une certaine manière. À cette époque-là, est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais tant envie d'aller voir ces poneys? Et ben, je me souviens du sentiment et en ayant un enfant, qui est grand maintenant et qui est en préadolescence, moi je me souviens tout à fait en fait du sentiment extrêmement sérieux que j'avais quand j'étais enfant. Hem, alors j'étais une enfant assez silencieuse, très observatrice, extrêmement déterminée. Ça c'était, voilà, ça a toujours été marqué puis c'est toujours d'actualité, ça a jamais été perdu en cours de chemin. J'ai perdu des qualités que j'ai retrouvées ensuite, mais en tout cas pas celle-ci. Hem et en ayant moi-même, un enfant et en l'ayant vu évoluer, la sincérité et le naturel de l'enfant, en fait, à cet âge-là, est vraiment bluffant. Il y a aussi, cette rigueur et ce sérieux, et une détermination de petit adulte chez un enfant qui, sans rentrer, dans de l'anthropomorphisme mal placé ou, mais chez l'enfant, on voit quand même déjà, cet investissement, cette rigueur, même s'il peut être très il va regarder un enfant va tout regarder, un peu comme un cheval en fait, mais, ce qu'il a regardé, il l'a saisi et il peut ressortir exactement ce qui s'est passé. Donc souvent on croit que les enfants, ils zappent les choses. Non, non, ils les regardent vraiment, mais en fait, eux, ils s'imprègnent de l'image qu'ils ont vue très rapidement, ils ne l'oublient pas et en regardant mon enfant, évoluer et grandir, ça m'a vraiment rappelé quel enfant j'étais et en fait que ce fil-là de conducteur, moi j'ai cherché à le retrouver à un moment donné. Je me suis, à un moment donné, sentie perdue, au moment de l'adolescence, au moment où on veut chercher à ressembler aux autres pour créer du lien, pour se sociabiliser et cetera. Quand j'ai retrouvé les chevaux, plus tard, j'ai cherché cet enfant intérieur, cette détermination, cette volonté incroyable envers et contre tout, envers le regard des autres, envers, c'est ce qui primait, c'était vraiment notre décision et en fait, je pense qu'on a une force enfant qu'on peut perdre et je crois et en tout cas ce que je vois, c'est que la plupart des adultes la perdent en cours de route et je vois, beaucoup d'adultes qui souffrent de de cette perte d'enfant intérieur, si on peut parler de soi. Parce que ça nous connecte à une sincérité, qui est essentielle pour nous épanouir et pour communiquer avec un cheval. Cette sincérité, on sait à combien elle est essentielle. Je dirais pas de vérité parce que la vérité, c'est un concept qui est propre à chacun. On a chacun une vérité, mais je parle vraiment de sincérité. Donc, je crois que les enfants savent déjà, comme les chevaux savent déjà. C'est juste comment c'est formulé et c'est la traduction qui est toujours compliquée pour nous, même si on parle le même langage, verbal, même si on parle tous français, on ne se comprend pas vraiment, Mmh. pour en Et revenir à ta question. du coup, quand je t'écoute là, je me dis, est-ce que pour toi, l'appel des chevaux, ça toucherait justement cette, ce retour en tant qu'adulte à s'ouvrir à l'enfant qu'on a été? Mmh. Pour moi, en tout cas, ça a été essentiel. C'était aussi une quête. Quand je me suis remise à cheval, j'ai fait un arrêt de 10 ans. Heu, Quand j'ai retrouvé les chevaux et que je me suis remise à cheval, je voulais absolument retrouver qui j'étais quand j'avais 12 ans, parce que je me sentais intègre à cet âge-là. Pas encore influencée par tous les paramètres de conditionnement de ce qu'on voulait de moi, du potentiel qu'on y voyait, de comment on voulait aussi m'utiliser, sans me décharger, hein, de ça. On participe à la situation qu'on rencontre. Mais, je voulais retrouver cette intégrité et cette sincérité, c'était essentiel pour moi
pour faire évoluer, ma communication là avec les chevaux, la qualité de ma communication avec les chevaux et surtout de trouver ce que je recherchais vraiment avec les chevaux et j'ai Mmh. retrouvé. J'ai retrouvé. Mais il y a pas si peu de temps, hein, il y a quelques années que j'ai retrouvé, cet enfant intérieur et c'est ce qui m'a vraiment épanouie aujourd'hui dans mon métier, pour moi-même, mais évidemment dans mon métier. Je me Mmh. sens vraiment à ma place. Ah, alors ça, c'est un témoignage, moi, ça me parle énormément. Je me sens aussi sur ce chemin-là de pendant longtemps, c'était un peu une quête désespérée, tu sais, Mmh. de me dire: Mmh. «Ah, mais pourtant je sais qu'un jour j'ai été dans cette intégrité», comme tu dis, où je me Oui. sentais entière, je me Mmh. sentais vraiment Mmh. moi et j'étais pas polluée par tous ces trucs dans ma tête ou même émotionnels Mmh. qui me permettaient d'être en lien de manière simple et vraie avec les chevaux, avec les animaux en général. Avec les humains, ça a toujours été un peu plus compliqué et je me dis, si ça résonne autant pour moi, probablement et dans les personnes qui nous écoutent, c'est aussi quelque chose, qui peut être partagé et sur lequel on pose pas si souvent des mots, en fait. Mmh. Donc ouais, merci d'avoir formulé ça. À voir après, j'imagine que les chemins pour aller vers pour rouvrir cette porte à l'intérieur de nous sont aussi variés qu'il y a d'humains. Oui, sans Mmh. doute. Oui, sans doute. Mmh. Ouais, j'ai pas d'exemple à donner. Moi, je c'est mon chemin. Qui je suis pour dire: «C'est ça qu'il faut faire?» Personne. Oh, j'adore que tu dises ça parce que, ça me permet de aussi, partager que, une des raisons d'être de ce sommet et pourquoi j'ai envie qu'il y ait autant de partages différents, c'est que sans se placer en détenteur de vérité, Mmh je mh. crois vraiment dans la puissance du témoignage. Mmh. Tu vois? Parce que je sais que quand on enfin, je l'ai vécu moi en Mmh. voyant des personnes témoigner de leur chemin et c'est l'effet que ça me fait aussi là quand je t'écoute, ça aide ça m'aide à ouvrir des portes en moi et Mmh. ça, je crois vraiment en cette puissance-là et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de rassembler des chemins différents qui soient juste Mmh. partagés dans Mmh. cette intention d'ouvrir des portes, en fait. D'ouvrir des portes ensemble et de faire un effet, vraiment un cercle vertueux, tu vois? Mmh. Oui, je partage vraiment ce que tu viens de dire. J'ai je crois que ce qui m'a permis, de retrouver mon chemin, mon enfant intérieur, ce sont ces témoignages, hem, heu, réels des personnes dont j'ai fait la rencontre, des personnes qui étaient en enseignement, des personnes, vidéo pas beaucoup. Moi, je suis pas très attirée par l'image, heu, la technologie en général, mais je suis plus attirée par enfin, le concret, le vivant, le réel, même si la vidéo était dans une réalité. Hem, ça m'a permis, en tout cas ces mots, ces phrases, la sincérité des personnes au moment où elles, la formulaient, c'est ça qui m'a permis de retrouver cet enfant intérieur. De dire: «Ah oui, c'est ça. Là, ce qu'il est en train de vivre, il le vit vraiment quand il le dit. Ouais, ça me touche parce que ça me rappelle à ce que j'étais». Voilà, ça c'est et je suis très, inspirée aujourd'hui, de personnes qui ont fait ce chemin-là et je dirais même au détriment de ce qu'elles font, réellement, techniquement. Tu vois? Dans le milieu équestre, j'ai été très, très attirée par la technique, parce que j'avais besoin de concrétude, j'avais besoin, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de comprendre ce qu'il fait scientifiquement, mécaniquement, passionnée par la locomotion du cheval, par le mécanisme de la position de l'humain. J'étudie encore, hein, je suis en train de me former, avec un ostéopathe, sur les impacts, des problèmes organiques sur la posture de la femme à cheval. Enfin voilà, je suis toujours avide d'apprentissage, mais les personnes qui vont me toucher dans l'enseignement et qui du coup, vont me permettre de recevoir leur enseignement, ce sont les personnes qui vivent profondément ce qu'elles enseignent. Peu importe la technique. En fait, j'ai pu observer que ce qui me touche et ce qui me fait évoluer dans l'enseignement, c'est quand la personne vit profondément ce qu'elle enseigne. La formulation de langage peut être un peu erronée, pas très précise, manquer de justesse.
peu importe. Elle le vit et du coup, tu peux vraiment le recevoir, Mmh. heu, aujourd'hui. Avant, j'avais besoin d'un autre chemin. Il y a, je pense, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure dans, chaque étape. Chacun a besoin de ses étapes et chacun a besoin s'il a besoin de ça à ce moment-là, c'est qu'il en a besoin. C'est comme une personne qui viendrait chez moi et qui viendrait parce qu'on lui a dit que c'était, super et qu'il fallait absolument travailler avec moi, qu'elle se retrouve là, ça lui parle pas du tout. Ben non, c'est juste que c'est pas le moment pour elle ou peut-être jamais et c'est comme ça et c'est pas grave et c'est bien aussi justement. Mmh. J'apprécie beaucoup qu'on n'ait pas la vérité. On peut juste témoigner de notre expérience et je reprends ce que tu dis, c'est ce témoignage qui va percuter ou pas pour les personnes. C'est juste que si elles en avaient besoin à ce moment-là, alors c'est OK. Mmh. Et du coup, sur ce chemin, toi, je ne sais pas si on peut parler d'accomplissement ou de réalisation, mais en tout cas de revenir vers cette intégrité que tu Mmh mh. ressentais, Mmh. enfant. Est-ce qu'il y a eu j'imagine qu'il y a eu forcément des défis, mais est-ce que tu peux nous partager quel a été peut-être, le plus gros challenge de toi à toi que tu as eu à dépasser pour revenir vers ça? Le plus gros challenge, ça a été de revenir dans le milieu du cheval. Ça a été extrêmement exigeant pour moi. J'ai quitté ce milieu quand j'avais 15 ans. Toute ma vie était tracée pour que je sois une professionnelle, une dresseuse de chevaux difficiles. C'était mon lot depuis que j'étais toute petite. Je travaillais des chevaux difficiles. Mes monitrices me mettaient avec les chevaux difficiles. C'était mon lot. Hem, la résilience, la reconstruction, réparer. Ça, c'est très important pour moi. J'aimais réparer les situations. Reconstruire, voilà, j'adorais ça avec le cheval. Redonner confiance, j'ai toujours été passionnée de ça, puis j'étais faite pour ça. Et puis, mais ça, c'est la situation de confort pour moi. Les situations difficiles qui paraissent difficiles, c'est très confortable pour moi. C'est comme aller, en prison avec des chevaux, je me sens comme un poisson dans l'eau, c'est pas du tout une zone d'inconfort. Ce que j'ai fait pendant quelques années, avec une collègue qui était initiatrice, de ce projet, qui était infirmière dans cette prison et qui était initiatrice de ce projet qui était passionnant. Et donc toutes les situations qui peuvent paraître compliquées, difficiles sociétalement, bah, moi je suis comme un poisson dans l'eau. Par contre, ce qui m'est très difficile, c'est toutes les situations qui sont consensuelles. J'ai quitté le milieu du cheval, j'avais 15 ans, j'étais en collège sport-études, donc je passais tous les après-midi au centre équestre et je suis descendue de cheval et j'ai dit: «C'est terminé, c'est fini, je ne fais plus, je ne viens plus». Et donc j'ai fini mon année sans équitation et je m'étais dit, «Je reprendrai l'équitation ou je me rachèterai mon cheval». Je m'étais dit quand j'aurais 40 ans, je pensais, visuellement que j'aurais une situation financière qui me le permettrait et cetera. J'avais visualisé ça comme ça et puis ça s'est arrivé beaucoup plus vite. Entre-temps, moi j'ai rencontré le milieu du spectacle, je faisais beaucoup de danse, du yoga depuis l'enfance, parce que c'est un enseignement familial, maternel et donc ça a été très facile d'aller vers le spectacle, un milieu d'ouverture sociale extraordinaire, de la valorisation, de la personnalité de chacun. Pour moi, je trouvais ça juste génial. L'ego n'était pas mal, mais au contraire quelque chose à valoriser et à utiliser dans un sens commun, dans un sens collectif, surtout dans un sens collectif. Ça ne veut pas dire que c'était toujours facile, mais c'était passionnant, quoi. C'était vraiment passionnant comment on gère, nos émotions, comment on se maîtrise, comment on place ça comme un atout ensemble, moi je me suis régalée, 10 années de spectacle, passionnant, puis du théâtre de rue à une échelle internationale, bah, c'était grisant, quoi. J'avais, entre 17 et 25 ans, mais c'était la folie. Et puis, je rencontre mon compagnon qui deviendra mon mari, hein, ça fait 20 ans de vie commune maintenant, qui était musicien, et agriculteur et
je lui parle tout le temps des chevaux et lui, il me fait cette proposition de dire: «Écoute, je vois tes yeux briller quand tu parles des chevaux. On peut acheter des terres, c'est possible et tu peux réaliser ton rêve». Truc de fou, quoi. J'ai 25 ans, il me propose ça, j'étais dans le spectacle, il enfin voilà, fallait encore que j'œuvre, et puis là, bah, je dis: «Oui, allons-y, tout droit». Donc je me réinscris à des cours d'équitation juste à côté de chez moi. On achète le terrain de 3 hectares, on pose les caravanes, j'achète, un cheval, j'en récupère un autre, j'en ai 3, je finis par 3 et je fais ma formation monitorant en 10 mois parce que, j'avais des allègements vu que j'enseignais dans le cirque. Voilà, donc je suis allée tout droit, j'ai pris le chemin le plus court, ça a été très com ça pour moi, ça a été très compliqué. Très compliqué de passer d'un épanouissement social, créatif, festif, commun, collectif, à diviser pour mieux régner. Ouh, la chute a été très, très rude. J'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Tu veux La dire fermeture l'univers du cheval, c'est ça qui a été ah difficile? ouais, Ouais. ah ouais. La fermeture d'esprit de ce milieu et la manipulation psychologique de ce milieu, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, je ne peux pas retrouver ça, ce n'est pas moi». Et puis, il y avait tellement de passion et d'envie, puis j'ai eu un soutien extraordinaire, mon mari m'a énormément soutenue à travers, cette épreuve parce que j'ai failli arrêter 3 ou 4 fois ce monitorat. Mmh. Hem J'hallucinais quoi, je travaillais dans un centre équestre, rien n'était organisé, les chevaux mangeaient pas assez, ils sortaient pas de leur box, je suis arrivée, j'ai demandé qu'on organise des réunions hebdomadaires, qu'on puisse faire tourner les chevaux dans les paddocks, et cetera, qu'on mette en place des choses assez simples finalement et qui se sont faites, mais au bout d'un certain temps, on prend trop de place. J'ai pris trop de place parce que les chevaux avaient repris du poids, parce que les clients avaient remarqué que depuis que j'étais là, les chevaux allaient mieux, qu'il y avait une ambiance qui était, plus cohérente et cetera, et ça les égos, qui sont pas bien alignés, je dirais, ils aiment pas trop. Donc j'avais 27 ans, moi, j'ai dit: «Non, mais je peux pas travailler dans ce milieu, c'est pas possible. Je ne peux pas travailler avec des gens qui ne savent pas travailler avec des gens, qui ne sont pas professionnels et qui ne savent pas faire la différence entre ce qui se passe dans le travail et ce qui se passe, dans l'amitié». Et moi, j'ai eu la chance vraiment d'apprendre ça. J'ai commencé à apprendre ça à 17 ans dans le milieu du spectacle. Le travail, c'est le travail. Tu fais pas ton job, tu te fais reprendre, mais ça n'entrave pas l'amitié et l'affection qu'on peut avoir pour toi. Et ça a été un apprentissage de la vie, mais merci! Merci, le spectacle, merci, tous les copains, je ne sais pas ils écouteront l'appel des chevaux, mais merci j'étais la plus jeune en plus, ils avaient tous plusieurs années, de plus que moi et beaucoup d'expérience. Merci de m'avoir appris tout ça. C'était extraordinaire. Par contre, il y avait vraiment, vraiment du boulot et j'ai retrouvé ça dans quand même beaucoup, beaucoup de structures équestres ensuite. Pas Mmh. seulement dans le centre équestre dans lequel j'ai travaillé pour le monitorat, j'ai retrouvé ça dans plein d'apprentissages, de milieux équestres, dits érudits. Il y a toujours ce besoin d'être l'enseignant qui sait au-dessus des autres et qui va manipuler, ses élèves, pour que tout le monde, pour être très rassuré que tout le monde reste bien en dessous. C'est insupportable. Mmh. J'en parle encore avec, du vécu et du vivant parce que je trouve ça insupportable. Mmh. Je pense qu'on peut vraiment changer de paradigme, l'enseignement aux États-Unis, par exemple, il est complètement différent. À l'école, les enfants peuvent intervenir en classe, et peuvent dire à leur prof: «Je crois que vous avez fait une erreur» et justifier en fait de cette erreur avec, des arguments et le prof est à l'écoute, quoi. Il y a un réel échange. En fac, ça se passe comme ça, au lycée, ça se passe comme ça et je trouve que malheureusement en France, on a cet enseignement, heu, de l'éducation, scolaire extrêmement pyramidal. Ça peut être aussi le cas dans nos parents dans la parentalité, mais c'est quand même très sociétal où le prof a raison, quoi qu'il arrive.
et il n'y a pas, de possibilité de penser autrement. C'est soit on rentre dans le cadre, que ce soit n'importe quel cadre proposé, hein, on rentre dans le cadre. Si on pose une question ou si on a une manière de se placer différemment, soit on est nul, soit on est contre. Il y a pas d'autre positionnement et là pour moi, il y a une faille, heu et on ne peut pas construire un avenir en pensant comme ça et Mmh. en enseignant de cette façon. Moi, j'ai accepté qu'on enseigne, de subir. Je l'ai subi cet enseignement. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Je suis extrêmement reconnaissante, des outils techniques qui ont pu être transmis, mais c'est très limité. On n'enseigne pas pour gérer, des élèves. Les élèves n'appartiennent à personne. Je n'ai pas d'élèves à moi. J'ai des personnes que je rencontre qui viennent en tant qu'élèves. Mais ils sont libres, ils ne sont à personne, ils sont à eux-mêmes. Heureusement que nos élèves ne nous appartiennent pas. Il y a cette notion d'un ego, je parle d'ego qui est en souffrance, parce que la société a été construite comme ça. Parce que quand on est un homme, il faut prouver sa valeur par le nombre d'élèves qu'il y a autour de nous, parce qu'il faut prouver sa valeur par la raison, il faut prouver sa valeur par, la connaissance, sauf qu'on travaille avec du vivant. Donc chaque vérité peut être une contre-vérité en permanence. Le cas d'un cheval et d'un humain, a une opposition directe dans une autre situation. Un cheval peut se comporter d'une manière dans un endroit et être complètement différent dans un autre endroit. Cette expérience, elle est arrivée à plein, plein de gens et un humain pareil. Dans un contexte, mon amie Arlette Agassi, elle parle d'un bain. Donc dans le bain dans lequel on va être, influencé, hein, quand on arrive dans une pièce et qu'il y a de la joie, de la décontraction, si on a un peu d'appréhension, on est très vite détendu. Si on arrive dans une pièce où il y a une tension, dans l'air, on peut sentir de la colère, on peut sentir, de l'anxiété, elle est palpable tout de suite quand on rentre dans la pièce et ça nous influence parce que nous sommes des humains, nous sommes faits pour être ensemble, comme les chevaux finalement. Les chevaux sont grégaires, mais je crois qu'on est extrêmement grégaires. C'est là où on se reconnaît aussi à travers le cheval. Mmh. On s'épanouit à travers l'autre. On s'épanouit soi, mais on s'épanouit aussi à travers les autres, à travers les témoignages des autres, à travers leurs sentiments, leurs émotions, leurs joies. Nous sommes des êtres empathiques, de manière, je dirais, spontanée. Nous sommes des êtres empathiques. Il n'y a qu'à voir les enfants, comment un petit enfant se comporte quand, il voit un animal blessé, quand il voit un autre enfant qui pleure. Il est immédiatement dans l'empathie et je pense que c'est cette qualité-là qu'on va aller rechercher en nous. Mmh. Et pour faire ça, toi, du coup, donc, sur ton parcours, quand tu as constaté tu as fait le constat là de ce monde équestre qui te convenait pas du tout Mmh mh. et que tu avais quand même cette flamme quelque part qui t'animait auprès Mmh. des chevaux et Mmh. je ne sais pas si tu avais tout de suite la flamme de la transmission, mais en tout cas, tu t'es, heu, mise en quête ou je ne sais pas comment tu le définiras, mais de créer de proposer un autre modèle. Oui, des modèles qui m'ont beaucoup inspirée, des enseignants que j'ai rencontrés, hem, notamment la quête de recréer des véritables écoles d'art équestre. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Quand mon père m'emmenait, dans les présentations du Cadre Noir quand j'étais toute petite, j'étais très touchée par l'acte cérémonieux. Il y avait quelque chose de sacré dans la présentation, il y avait quelque chose vraiment il y avait une dignité qui en ressortait, mais du coup une dignité chez l'humain, chez le cheval, une élévation commune qui me touchait énormément. J'aimais ce silence, cet acte cérémonieux, qui existait dans un manège. Quand on rentrait dans un manège, ça faisait pas de bruit. J'adorais. C'était comme quand on rentrait dans une église, quoi et je me disais: «Mais moi ça, mon manège, c'est mon église.
c'est mon lieu, c'est ma cathédrale et j'aime ce cérémonial, qui nous anime aussi. En tout moi, je suis croyante dans l'humanité, vraiment, je crois en l'humanité. Je n'ai pas de croyance dans une religion. Je respecte les religions, mais je n'ai pas de croyance dans une religion précise. Mais je crois vraiment sincèrement en l'humanité et je crois au divin qui est en nous. Je crois que les êtres humains sont Dieu, mais qu'ils ne le savent pas et s'ils le savaient vraiment, peut-être que ça transformerait notre manière, d'être. Et c'est ce que j'ai envie de toucher, le divin du cheval, je dirais que les gens passionnés le voient, mais l'humain, il est dévalorisé. On est des êtres mauvais parce qu'on fait du mal, parce qu'on est cruel, parce qu'on fait des guerres et cetera. Oui, c'est vrai, je vais pas fermer les yeux là-dessus, c'est une réalité. On peut être capable du pire, mais on peut être aussi capable du meilleur. Mmh, moi, je saisis ma chance, et j'ai la chance de pouvoir évoluer. Puis je me suis aussi encouragée et donné cette chance de pouvoir évoluer dans un milieu, où j'ai créé, mon rêve, heu, un petit point de paradigme avec plein de choses différentes qui sont arrivées là, alors que voilà, c'est le hasard qui a fait qu'ils sont arrivés ici. Et moi, j'aime bien saisir, je suis très opportuniste, dans ma vie, donc je saisis ce qui arrive. J'aime bien aussi saisir ça quand je travaille avec les chevaux. Je saisis ce qui sort dans la relation maintenant. Je l'ai pas voulu, ça s'est créé, je le prends et je crois que ça définit beaucoup mon équitation, et la façon dont j'interagis avec les chevaux. C'est saisir ce qui est là, à l'instant. Et re remimétiser, la façon dont j'étais, la façon dont le cheval était. Je travaille beaucoup par mimétisation et par opportunisme. C'est souvent un terme qui est un peu négatif, je crois, être opportuniste. Moi, je le vois plutôt, super objectif, je trouve ça génial de saisir, la situation telle qu'elle est. On n'attend pas demain, on n'attend pas, Heu, hier, c'est là, maintenant, on le prend Mmh. et ça amène de la joie, ça amène de la créativité. Ce qui manque beaucoup dans l'enseignement équestre, c'est la créativité. Parce qu'on doit faire tout un tas de choses et c'est vrai qu'il y a un ordre, et c'est vrai que, l'équitation, telle que je l'entends, l'art équestre, c'est extrêmement précis. J'adore ce niveau de précision. J'adore la rigueur et que ça permet de tenir en soi la détermination, la répétition. C'est comme un art martial. Je l'avais déjà expliqué dans le, documentaire de Clémentine Le Gall. Pour moi, c'est un art. C'est pour ça que c'est pas un sport, l'équitation. C'est sportif, c'est physique, c'est impliquant physiquement, mais c'est un art dans le sens de la créativité. Et c'est un art dans le sens du méticuleux, du moindre détail. Bon, peut-être les sportifs de haut niveau me taperaient sur les doigts en m'entendant dire ça, ils diraient: «Mais oui, mais le sport, c'est pareil». Mais je crois que c'est ça qui différencie. C'est qu'on n'est pas dans une recherche de performance dans l'art équestre, on est dans une recherche de grande précision. Pour avoir la lecture du cheval, on a besoin d'avoir une propre lecture. On a besoin de bien se connaître. Je ne peux pas dire parfaitement, on ne se connaît jamais parfaitement. On peut apprendre à se connaître dans diverses situations et notamment des situations d'inconfort. C'est très Mmh. intéressant d'aller dans des situations d'inconfort pour se connaître, mais en tout cas pour connaître le cheval et pour apprendre à le lire, on a besoin de ce niveau de langage et de haute précision. Et cette précision, on voit à quel point, plus on la cultive, plus elle s'affine et plus elle est exigeante. Et pour en revenir aux qualités de cet art et de cette transmission, c'est ça qui est passionnant. C'est que ça vient chercher à chaque fois un niveau d'exigence épanouissante.
Parce que le terme exigence aujourd'hui, c'est aussi un terme qui se transforme dans quelque chose de, non, il ne faut pas que ça soit trop exigeant, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit simple. Simple, c'est pas simpliste. Simple, ça peut être extrêmement exigeant. Et je crois que justement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un niveau d'exigence beaucoup plus élevé envers soi-même. Parce que souvent les personnes entendent l'exigence par se fouetter, se martyriser, se maltraiter. Non, non, c'est pas ça l'exigence. L'exigence, c'est être dans une profonde écoute de soi pour pouvoir développer les capacités à ce jour, telles qu'elles sont, et elles peuvent changer dans la journée, ces capacités, et développer petit à petit davantage d'écoute pour davantage de précision et davantage d'économie de moyens. Plus on est dans une écoute profonde, moins on a besoin d'en faire. C'est exactement les qualités qu'on va rechercher dans l'art équestre et dans un dressage. Je ne sais plus dire quel mot parce qu'aujourd'hui tout est erroné. La légèreté, c'est erroné, classique, c'est erroné. Je dirais le sens propre du mot dresser, littéralement, c'est, mettre droit et je trouve ça très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le sens du mot propre, dressage, parce qu'aujourd'hui, le dressage, il a plein d'images négatives. Dresser, c'est mal, on dit faire travailler un cheval sur le plat. Ben non, on le dresse, évidemment, parce qu'on demande à son esprit et à son corps d'être dans un axe d'alignement dont il n'a pas besoin dans la nature, il agit comme nous, de manière instinctive et par mimétisation. Et pour qu'on puisse s'accorder, le centaure que tout le monde recherche, la verticalité chez nous, donc cet alignement constant intérieur et physique, on va le demander chez le cheval aussi. Et c'est cet ajustement extrêmement fragile qui est si passionnant. Et je trouve que ça développe en nous des qualités de repositionnement, d'écoute profonde. Ça, c'est la première grande qualité que l'interaction et l'art équestre va développer avec le cheval, d'écoute profonde et de repositionnement permanent. On ne peut pas faire autrement que se repositionner quand on est à cheval, et intérieurement et physiquement, par rapport à sa réaction. Parce que de toute façon, c'est le cheval qui aura raison. Donc si on veut le convaincre et qu'il ait confiance en nous et qu'il ait envie de suivre la correction, on ne peut être que dans un dialogue de réajustement permanent. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment envie de continuer à apprendre une équitation d'une grande finesse. C'est très, très exigeant, mais c'est passionnant et je crois qu'en en lisant, les livres de beaucoup d'anciens maîtres, j'ai pas tout lu, il y en a énormément, il y a beaucoup, beaucoup d'écrits. Ils étaient dans cet acte cérémonieux, ils étaient dans cette recherche philosophique et nous, on n'a rien inventé. Je crois même qu'on a énormément perdu d'une certaine art de vivre, d'une certaine humilité certes, mais aussi, c'est pas le terme pureté, mais simplicité. Heu, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre du comme un repas frugal, de se suffire de choses très, très simples. Et effectivement, avec, tous les moyens de communication aujourd'hui, heu, les je dirais toutes les personnes ont accès à tout. Ils peuvent, apprendre à communiquer avec un cheval par vidéo, ils peuvent apprendre à dresser un cheval par vidéo, ils peuvent apprendre tout un tas de choses, mais j'ai l'impression que c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas le vivre. C'est qu'il y a trop d'informations. Mmh. Un manque de silence. Mmh. Ça manque réellement de silence et à la fois, c'est génial qu'il y ait tous ces outils-là pour se rencontrer, se connaître et à la fois, c'est extrêmement perturbant. J'ai la sensation que c'est extrêmement perturbant pour, la plupart des gens. Il y a des gens qui vont vraiment rebondir et puis qui vont se perdre complètement dans toutes ces interactions parce qu'il y a trop d'informations Mmh mh. et elles n'ont pas appris à créer du silence et Je toi vais techniquement, je t'en prie, tu as une question?
Non, j'ai pas une question, mais je voudrais c'est extrêmement riche tout ce que tu viens de partager et je voulais juste, heu, comment dire? Poser comme des encres Mmh. des sujets un peu que tu as abordés parce que je ça me paraît vraiment très, très précieux, tout ce que tu as Mmh. partagé. Du coup, tu partageais au départ, donc sur ce chemin de rechercher à créer de nouveaux modèles de cet, univers équestre. Mmh. Tu as parlé de cette écoute, c'était pas ce mot-là que tu as utilisé, mais en tout cas d'être dans cette recherche, de se placer, dans une posture, oui, d'écoute et de se réajuster, Mmh. d'être, de sortir de ce modèle figé, Mmh. qu'on a reçu, que ce soit dans le domaine équestre ou d'une manière plus générale. Mmh. Ça, je crois que c'est vraiment une clé importante. Hem et avant de parler du silence, ah, tu vois, quand je t'écoutais, c'était très clair et voilà, c'est ça, en fait, j'aurais bien aimé est-ce que tu crois que tu peux nous faire juste une petite synthèse des grands points là pour que ça s'évapore pas Mmh. une fois que qu'on a fini de t'écouter? Mmh. Pour moi, ce qui peut changer vraiment l'enseignement et la transmission ou l'apprentissage, hem, c'est de se placer dans une écoute profonde de soi. Apprendre, ça s'apprend, à travers diverses techniques. Moi, je l'ai appris avec, le yoga, mais vous pouvez l'apprendre de diverses manières. De manière à ce que lorsque vous recevez une information, quelle qu'elle soit du cheval, qu'elle soit d'un humain, vous puissiez laisser passer du temps avant de recevoir cette information. Parce qu'il y a une manière différente de gérer l'information, soit cérébrale, soit physique. Pour que l'apprentissage, il puisse être efficace, on ne peut pas recevoir plusieurs informations. C'est maximum 3 informations en pédagogie et 3 c'est déjà beaucoup. En neurosciences, c'est maximum 3. Si vous souhaitez que cette information, elle puisse vraiment émaner, se transformer physiquement, il faut lui laisser du temps. Donc le temps, il correspond aussi au silence. Ça peut être quelques secondes, ça peut être beaucoup plus dans la temporalité. Mmh. C'est comme l'interaction avec un cheval ou c'est comme quand on dialogue l'une et l'autre. Si on laisse pas des temps de silence, on ne s'écoute pas et on ne peut pas laisser résonner, comme ce que tu as laissé résonner quand tu as reformulé, le que tu as cherché à faire une synthèse. On ne peut pas laisser monter ce qui s'est exprimé, ce que tu as entendu en toi Mmh. pour le reformuler. Pour moi, la clé, dans la communication avec le cheval et dans l'apprentissage de l'équitation de manière générale, elle est là. Elle pourrait se résumer uniquement à ça, Mmh. à la temporalité. Ouais bah, c'est super parce qu'en t'entendant, je reviens à cette notion que tu as apportée et qui, moi, les mots que tu as choisis m'interpellent et je trouve ça formidable de les mettre ensemble. Mmh. C'est quand tu as parlé d'exigence épanouissante Mmh. et là, je ressens vraiment, dans ces mots qu'il y a une, comme tu l'as dit, hein, qu'il y a une clé pour nous, humains du 21e siècle, Mmh mh. à côté de laquelle on passe facilement. Mmh. Parce que comme tu dis, dans le terme exigence, ça peut être connoté contrainte, en fait. Aujourd'hui, on est Oui, un peu dans un paradigme de on veut surtout pas de contraintes et moi, je oui. me reconnais aussi là-dedans, hein, Mmh. parce qu'on est un peu dans cette recherche du bonheur. Tu sais, c'est un peu le fil rouge en ce moment, le bonheur et mais en même temps, tu vois, j'aime vraiment la manière dont tu as amené ces choses-là qui montrent qu'il y a en fait, j'ai l'impression que c'est les chevaux nous appellent à ça, à cet équilibre. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un hasard que, équin, équestre, ça commence Mmh. comme équilibre. Et qui? Mmh. Équi, voilà, Mmh. équilibre en plus, enfin Mmh. bon bref. Mmh. Mais, je dans exigence épanouissante, je ressens vraiment à la fois cette structure dont tu parles, qu'on a besoin de connecter en fait, quand on se pose sur un cheval, quand on est en contact de notre corps et que du coup, on vient, toucher le fait de se dresser, comme tu disais, d'être Mmh. dans notre axe Mmh. et en même temps que c'est grâce à cette structure que, qu'on peut, exprimer peut-être librement, équilibre, notre créativité, notre joie, notre essence, ce qui nous anime. Exactement.
exactement. C'est tout à fait ça, parce que comme tu dis, aujourd'hui, il y a cette quête permanente du bonheur. Je veux m'épanouir, donc je veux surtout pas que ça soit compliqué. Oui, mais s'il y a pas d'ancrage, l'épanouissement, il va être en difficulté parce que, du coup, c'est pour moi, c'est une fuite. C'est une quête fuyante. L'adversité, elle fait partie de notre monde. De façon plus spirituelle, si on s'incarne dans la matière physique, c'est aussi pour apprendre à faire face à l'adversité, à la souffrance, aux émotions, quelles qu'elles soient. C'est quand j'entends la colère, c'est négatif, absolument pas. Être en colère, c'est pas du tout négatif. C'est une façon d'exprimer qu'on est vivant. Après, comment on la gère et comment on la transforme, ça peut être destructeur ou épanouissant ou révélateur, et cetera, ou constructif. Mais, la colère, c'est une par exemple, j'entends souvent ça: «Ah, surtout je veux pas me mettre en colère». Non, mais bien sûr, on ne se met pas en colère avec les chevaux, mais on est humain. Donc si on sent de la colère, on va chercher d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient d'une frustration? Est-ce qu'elle vient d'une tristesse? Est-ce qu'elle d'où elle s'émane? Apprendre à se connaître, apprendre à se lire, c'est aussi se revisiter sans entrer dans une thérapie profonde, et cetera. Juste prendre acte de ce qui est là, à l'instant et comment on peut gérer cette émotion sans la détériorer. C'est-à-dire que la colère, elle nous permet de rebondir, elle nous permet aussi de s'affirmer. Mmh. L'affirmation de soi, c'est extrêmement important. De de créer sa propre identité. Mmh mh mh. Donc, il y a pas de mal à être en colère. Mmh Il mh. y a un besoin qui s'exprime, il doit être entendu. C'est simplement après comment tu l'exprimes. Et le contact des chevaux, moi, ça m'a extrêmement bien appris à gérer ma colère. Parce que j'étais une enfant extrêmement j'étais en colère de l'injustice. L'injustice m'a toujours mis en colère et pendant longtemps. Et je crois et je vois ça chez beaucoup, beaucoup de gens de chevaux, beaucoup de colère. Beaucoup de colère qui n'ont pas été, qui ont été ravalées, pas déclarées, et qui se transforment en une tension sous-jacente. On sent des gens très calmes, mais c'est pas du tout calme à l'intérieur d'eux. Il y a beaucoup de colère. Moi, j'ai vu énormément de personnes, je dirais très douées à cheval, mais avec une colère enfouie à l'intérieur d'eux, ouf, ça fait pas envie. Ça fait pas envie parce que justement, elle est muette, elle est pas exprimée, elle est pas assumée et c'est pas une colère contre le cheval. Il y a jamais de colère contre les chevaux. C'est souvent les gens disent: «Ah tu la personne s'est mis en colère, je me suis mis en colère, tu t'es mis en colère». Non, 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 attention. Soyez restez en lecture de il y a une colère, elle s'est exprimée, maintenant qu'est-ce que tu en fais? C'est pas mal. Il faut arrêter de ranger les sentiments, la tristesse, c'est important la tristesse aussi. C'est important de vivre sa tristesse pour pouvoir vivre la joie. C'est important de vivre, ses émotions, sans les enfouir. Je me Mmh. souviens d'une personne qui était intervenue il y a quelques années dans mes écuries qui m'avait dit: «Non, il faut pas être joyeux. Le cheval, il n'a pas à à subir tes émotions, quelles qu'elles soient, pas de joie non plus, neutre». Je lui ai dit: «Ah non, mais ça, c'est impossible en fait. Moi, si j'interagis avec mon cheval, ça me rend joyeuse et ça m'amène de la joie. Je le fais aussi pour ça. Donc la neutralité, je ne connais pas. Je peux être à l'écoute, je peux être en silence, mais je ne serai jamais neutre. Je peux être en empathie, en équanimité, je peux être dans plein de positions différentes, mais non, neutre, ça fait pas partie de l'humain pour moi. Mmh. Heu, Mmh. Bah, je trouve ça très intéressant là, ce que tu dis, neutre, ça fait pas partie de l'humain et je vais faire le pont avec, l'intention que tu avais pour cette interview aujourd'hui, le sens des arts équestres aujourd'hui. mmh, Est-ce que tu peux nous dire 2 mots justement d'après toi, pourquoi? Qu'est-ce que ça a d'important aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter aux humains et aux chevaux aussi peut-être? et ben, ce niveau d'exigence dont je parlais, précédemment, ce niveau d'exigence et je dirais de sa propre rectitude, d'être droit soi-même face à une situation.
Mmh, Nuno Oliveira, il disait une phrase que tout le monde connaît, donc tout le monde a entendu ou lu au moins une fois, c'est: «À la fin d'une leçon, regarde l'œil de ton cheval pour savoir comment tu l'as monté et tu auras la vérité». Il le dit pas de cette manière, mais c'est ce que ça voulait dire. Hem et en fait, le retour de l'œil, ça, l'œil du cheval, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Moi, j'ai beaucoup choisi mes chevaux quand je les ai choisis. Ils ne sont pas venus tout seuls ici, par les yeux, par le regard et mon le dernier cheval que j'ai acheté avec, voilà, j'y suis allée volontairement. J'allais chercher une jument de 2 ans et j'ai rencontré un étalon de 7 ans et demi. Et ce sont ses yeux qui m'ont touchée et en fait, hem, il y a une manière dont le cheval nous regarde, vraiment et quand on est droit, à l'intérieur de soi, on peut définir, hein, cette rectitude, mais quand on est vraiment droit, c'est-à-dire qu'on se sent juste, qu'on se sent vraiment aligné, qu'on s'est senti juste dans nos actions, qu'on s'est senti juste dans la façon de gérer nos émotions, le cheval, il nous regarde de la même manière. Il y a vraiment un sentiment de rectitude commune qui est encouragé et ça, ça me touche énormément. Ça me touche beaucoup. Hem, L'élévation dont on parle quand on est à cheval, on est élevé et le sentiment aussi d'élever le cheval parce que comme le cheval n'est pas fait pour nous porter, même un cheval très équilibré, quand on monte dessus, il ne nous porte pas et le fait d'être dans cet alignement et cette verticalité, eh bien, quand on sent le cheval qui s'élève en soi, c'est extraordinaire. C'est un sentiment commun. On a pu aussi participer à l'élévation du cheval. On a pu aussi, rendre sa dignité et sa noblesse et je crois que, il y a quelque chose pour moi vraiment d'un art sacré, qui est dans l'art équestre, heu et j'espère que cet art va perdurer. En tout cas, moi j'œuvre pour ça et je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui œuvrent dans ce chemin-là et et ça a vraiment du sens. Mmh. Mais c'est très exigeant, c'est vrai, c'est très exigeant. Mais cette exigence, elle peut être, vraiment passionnante. En tout cas, je le partage. Ouais. Ouais, ouais et même tu vois là en t'écoutant, j'étais en train de me dire: «Mais cette exigence-là dont on parle à cet instant, moi elle me connecte à la beauté. Oui, C'est la beauté du chemin». oui, tout à fait. Mmh. C'est exactement ce que j'exprime, dans mon enseignement et quand je travaille avec un cheval, j'ai envie que tout soit beau. J'ai envie que chaque geste soit beau. J'ai envie que dans chaque geste, il y ait une vraie présence, il y ait une intention, il y ait, vraiment une maîtrise. C'est aussi cette différence, j'avais écrit un article là-dessus, cette différence entre le contrôle et la maîtrise qui est absolument passionnante. Le fait d'être à cheval, c'est accepter de ne plus contrôler la situation. On peut se contrôler soi, mais on ne contrôle plus la situation. Mais par contre, on peut se maîtriser, c'est-à-dire s'adapter à la situation telle qu'elle vient. On a développé les capacités intrinsèques et extrinsèques qui nous permettent de nous adapter à la situation quelle qu'elle soit Mmh. et d'être en sécurité et de mettre le cheval en sécurité dans cette situation. Et ça, c'est extraordinaire comme sentiment et ça donne un sentiment de puissance. Ça aussi, c'est un terme. Oh! Oui, de véritable puissance. C'est important qu'on soit puissant. C'est extrêmement important que chacun de nous puisse vivre cette puissance et cette puissance objective que nous amène le cheval. Moi, je Mmh. les remercie tous les jours pour nourrir cette puissance. Ils le sont. Ce sont des êtres extrêmement puissants physiquement et spirituellement, mais cette puissance, ils nous la communiquent. Quand on cherche à la cultiver, ils nous la communiquent vraiment et même, je dirais, ils l'enseignent plus que la communiquer, ils l'enseignent. Donc ce sont toutes ces qualités-là que l'art équestre peut amener aujourd'hui dans ce nouveau monde Merci et il a sa beaucoup. place. Ouais, merci beaucoup Dina. Heu, je
j'ai très envie qu'on laisse résonner ces mots, Mmh. Mmh. qu'on termine sur ces notions-là de comment les chevaux peuvent nous aider à aller, réveiller cette puissance d'être humain, qui est probablement essentielle aujourd'hui ou dans un contexte, où on nous fait croire que, comme tu disais tout à l'heure, que l'humain c'est pas beau, que l'humain Mmh. c'est mauvais, ou alors qu'on est tout petit et qu'on est impuissant Mmh. et et qu'on n'a pas le pouvoir justement Mmh. de Mmh. décider, et donc je crois que c'est très, très, très précieux d'avoir des espaces où, bah, le terme espace, oui, il me semble important, où justement il y a suffisamment de silence extérieur et intérieur pour qu'on se rende compte qu'à l'intérieur de nous, il y a une grande puissance, Mmh. qui peut être, plus qu'un guide, dans des situations Mmh. compliquées. Vraiment un grand merci d'avoir, partagé tout ça avec nous et Merci à toi. donc pour toutes celles et ceux qui veulent te retrouver, il y a les liens vers, ton site, ta page, sur ta page du sommet. Et du coup, je voudrais juste te laisser le mot de la fin sur quoi tu aimerais terminer, cet entretien? Hem, J'aimerais simplement dire aux personnes, qui écoutent que, quel que soit, ce que vous avez choisi comme mode de communication avec votre cheval, cherchez, à rester surtout sincère avec vous-même. Conservez cette voie de la sincérité. Ça me paraît vraiment essentiel. Mmh. Merci beaucoup, Gina. Merci à toi, Blandine. Mmh. Et les témoignages précieux continuent. On se retrouve, très bientôt sur, d'autres partages et d'autres rendez-vous inspirés par les chevaux. Je me réjouis de pouvoir écouter, ces différentes interviews. Mmh. Merci, au revoir à tous.